Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour le rendez-vous du 20h de la télévision du Burkina. Nous aurons dans ce journal les échos de la sortie du Premier ministre dans le sud-ouest, une tournée pour s'enquérir des préoccupations des populations dans cette région et envisager des solutions communes de développement. Luc Adortiao a lancé un appel à une cohabitation pacifique. Également dans ce journal, la situation au Mali qui a retenu l'attention à l'hémicycle. Les soldats burkinabés déjà au front en territoire malien pour le maintien de la paix. Les députés ont adopté un projet de loi autorisant l'envoi du contingent burkinabé. Et puis le président français accueilli en héros ce jour au Mali, à Tombouctou. C'est dans l'une des grandes mosquées de la cité historique libérée des djihadistes que François Hollande a prononcé son premier discours. Bienvenue à tous et merci de votre attention. Et comme vous le savez déjà, les deux premiers pays à avoir leur ticket pour les demi-finales à la CAN 2013 sont le Ghana et le Mali. Vous aurez le résumé de ces matchs dans ce journal. Voilà, nous allons tout de suite à la représentation nationale où les députés ont adopté hier un projet de loi autorisant l'envoi d'un contingent au Mali dans le cadre du déploiement de la force de la mission internationale de soutien au Mali. On le sait, 500 soldats burkinabés sont déjà en territoire malien où d'autres devront les rejoindre. Alors, ce projet de loi qui arrive sur le tard à la table de l'hémicycle s'explique comment. Les élus ont voulu comprendre et le ministre en charge de la sécurité a apporté des éclaircissements. Sourinoma Ibrahim Gigma. Dans les faits, des soldats burkinabés sont déjà au front, en terre malienne. Le projet de loi portant autorisation d'envoi d'un contingent burkinabé au Mali dans le cadre du déploiement de la force de la mission internationale de soutien au Mali sonne donc comme une régularisation. Les députés à l'Assemblée nationale veulent donc comprendre. Les Burkinabés sont déjà en territoire malien. Je voulais demander au ministre les motivations de cet envoi avant l'avis du Parlement. Est-ce que notre règlement permet à l'Assemblée de se prononcer sur un projet de loi à titre de régularisation? Le ministre en charge de la sécurité, venu représenter le gouvernement, a apporté des éléments de réponse à l'ensemble des préoccupations des membres de la représentation nationale à ce sujet. C'était des contraintes d'urgence. Nous sommes partis au Mali sur la base des résolutions des Nations Unies, sur la base également des décisions de la CEDEAO. Et c'était une période où vous conviendrez avec moi que notre Assemblée nationale n'était pas tout à fait opérationnelle. Il fallait donc que le président de Faso assume la parole du Burkina et c'est ce qui a été fait. C'est à l'unanimité des 120 votants du jour que l'Assemblée nationale a adopté ce projet de loi autorisant l'envoi d'une troupe burkinabé au Mali. Les conditions de participation du contingent burkinabé sont déterminées par un protocole d'entente élaboré et signé entre le Burkina Faso et l'ONU. L'Organisation des Nations Unies endosse les dépenses inhérentes au mouvement, à l'hébergement et aux émoluments du personnel. Le Burkina Faso, quant à lui, met à disposition un contingent équipé de 660 hommes pour une durée de 12 mois. À ce jour, 500 hommes du contingent Badenia, fraternité en langue dioula, sont déjà basés à Markala, en territoire malien. Et au Mali, où il est en visite depuis ce matin, le président français a été accueilli triomphalement à Sévaré, puis à Tombouctou. François Hollande et Dioncounda Traoré étaient les héros du jour dans la ville historique libérée des djihadistes grâce aux efforts des deux pays. Une occasion pour François Hollande de rendre hommage aux soldats français et de leur demander d'éviter toute exaction pour ne pas ternir leur image. Paris a soigné le symbole, les présidents français et maliens foulant ensemble le sol de Tombouctou. 3 semaines après le début de l'intervention française au Mali, François Hollande vient cueillir les fruits de la victoire. Son premier cadeau, ce chameau, signe de la gratitude des élus. Je l'utiliserai autant que je pourrai comme moyen de transport. Dans les rues de Tombouctou, libérés des djihadistes, des militaires français tous les 100 mètres. Sécurité malienne maximum. Rien ne doit troubler le bain de foule de François Hollande, accueilli en libérateur. Nous sommes très fiers de ce qu'il a fait. Nous sommes très fiers de l'intervention française. Vive la République de la France.
Reconnaissance et ferveur après 9 mois sous le joug islamiste. Tombouctou, une ville saccagée. Dans ce centre de conservation de manuscrits anciens, une partie du précieux patrimoine a été brûlée. Le président français promet son aide. Puis en pleine visite, la polémique rattrape François Hollande. La presse malienne lui demande pourquoi l'armée française a débarqué à Kidal sans les soldats maliens. Paris est suspecté de vouloir préserver les rebelles touaregs. Le démenti est ferme. Il n'y a pas de partie du Mali qui doit échapper au contrôle de l'autorité légitime malienne. Et le combat n'est pas fini, affirme d'ailleurs le président malien par intérim. Il compte toujours sur les soldats français qu'il remercie pour leur efficacité. Ensemble, nous allons libérer Kidal, Tessalit, et ensemble, nous allons traquer ces terroristes jusque dans leur dernier repère. Hommage appuyé aussi du président français à ses troupes et à leurs prouesses, mais également mise en garde alors que des ONG évoquent des exactions de l'armée malienne au nord. Je vous demande aussi de faire attention à vos propres vies, à celles de vos frères maliens, de faire attention aussi à des exactions qui pourraient être commises, qui entacheraient la mission, de faire attention à protéger les populations civiles. Après Tombouctou, les présidents français et maliens étaient attendus à Bamako. Là-bas, François Hollande devait réaffirmer son souhait de passer le relais aux armées africaines dès que le Nord Mali serait libéré. Retour au Faso, nous mettons le cap sur le sud-ouest pour aller à la trace du Premier ministre qui y a entamé une tournée de travail depuis hier. Luc Adolphe Thiaw est allé à l'écoute des préoccupations de développement dans cette région et parler de solutions consensuelles pour impulser l'essor qui tarde à être au rendez-vous dans le sud-ouest privilégié. Premières étapes de cette sortie, une rencontre avec les autorités administratives, coutumières et religieuses d'Ioba et de la Bougriba, suivi de visites d'infrastructures sanitaires. Fousseni Kindo. Un palais de danse d'Agara pour accueillir Luc Adolphe Thiaw à Dano. Les élèves de cette école préscolaire qui reçoit les enfants orphelins et démunis ont sorti les grands jeux pour accueillir le chef du gouvernement burkinabé. L'école est créée par la Fondation Dreher, un organisme allemand, et est à sa 3e année d'existence. En rendant visite à ces pensionnaires, le Premier ministre s'est dit émerveillé. Nous avons ici visité un centre d'éveil très moderne. D'abord, l'architecture était conçue par un Burkinabé et nous avons vu une centaine d'enfants vraiment épanouis dans d'excellentes conditions. Et je pense que nous devrons réellement féliciter la Fondation Dreher qui a permis justement de pouvoir réaliser cette infrastructure moderne en campagne. Également, il y a d'autres projets sur lesquels nous avons vu. Justement, ces projets s'appellent Centre de recherche scientifique, toujours de la Fondation Dreher à Dano. On y mène de la recherche en agroforesterie et en agriculture. Mais l'eau reste parfois une denrée rare pour les populations de cette partie du Burkina. Ce qui est paradoxal au regard de la pluviométrie abondante dans la zone. La construction du barrage sur le Bougriba se limite toujours à la première pierre posée par l'ancien Premier ministre Kadri Désiré Ouédraogo depuis environ 15 ans. On m'a posé le problème du barrage de la Bougriba, qui est comme tel un serpent de mer. Nous allons y apporter une réponse parce que je voudrais avoir des éléments très précis puisque j'ai été interpellé. La question de l'agriculture également se pose au niveau déjà de cette région. Le manque d'eau potable pouvant entraîner des maladies hydriques, il faut bien sûr des centres de santé adéquats pour une prise en charge médicale. À Dano et à Diebougou, les principaux centres de santé ne sont pas aux normes. Nous sommes actuellement ici au niveau du CEMA de Diebougou. Bon, je constate que le CEMA est vraiment vétuste. Je pense que ce n'est pas bien, même pour respecter les normes de l'OMS. Nous devrons avoir à moins mettre un peu de moyens pour la réhabilitation des bâtiments, le mobilier. Également, il est aussi vétuste que dans d'autres CEMA que nous voyons. Il y a le problème de l'ambulance, me l'a posé le médecin-chef. Je crois que c'est la même chose. Nous avons vu à Dano que l'hospitalisation se fait dans un seul petit bâtiment où tout le monde est confondu, les enfants, les gens qui ont les maladies contagieuses.
Bon, bref, tout ça, je pense que nous ne sommes pas dans les normes. Au cours de sa journée de visite, le Premier ministre a rencontré les autorités religieuses coutumières ainsi que les populations de la localité avec qui il a insisté sur la nécessité de la paix sociale, de la tolérance sociale et religieuse, du civisme des jeunes, gage d'un développement harmonieux du Burkina Faso. Et la paix, élément clé de tout développement, c'est la condition sine qua non pour la réalisation des projets de société. C'est en tout cas le message du chef du gouvernement burkinabé aux populations du sud-ouest. Aussi, Luc Adolchao a-t-il invité à une cohabitation pacifique et à la culture de la paix? Les propos du Premier ministre au micro de Sébastien Zango. Quand on aime son pays, on doit aimer la paix. Et je pense que nous sommes tous d'autres pays et chacun de nous doit être comptable de la paix. Et la paix, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais aussi elle peut être compromise par chaque comportement individuel. Que ce soit le comportement d'incivisme, que ce soit certains types de comportements, tout cela peut vraiment compromettre la paix. Et je souhaite que nous en fassions vraiment une préoccupation majeure pour que ce pays puisse avancer. J'ai aussi appelé à la bonne cohabitation, d'abord religieuse. J'ai aussi appelé à la cohabitation entre les différentes ethnies qui vivent sur l'ensemble de notre territoire. Ces derniers temps, nous assistons malheureusement à une certaine tension, aussi bien au sein de certains groupes religieux qu'au sein de certaines populations, où de plus en plus les Burkinabés n'acceptent pas d'autres. Il faut que nous nous démarquions cela. S'il y a une richesse que notre pays a à partager avec les autres, c'est la bonne coexistence pacifique entre les peuples de ce pays. Et c'est une forte richesse, il ne faudrait pas que nous nous en démarquions du tout. Lorsqu'il y a des conflits, il faut que nous réglions les conflits de façon pacifique. Et je pense que ça, il faut que chacun puisse s'engager dans ce processus. Et j'interpelle vraiment tous les leaders d'opinion de cette province. J'appelle également tous les religieux et les coutumiers à en faire vraiment une préoccupation. À Bobo-Dioulasso, les tribunaux de commerce sont désormais une réalité. C'est la concrétisation des dispositions législatives en vigueur depuis 2009. L'infrastructure abritant ces tribunaux a été réalisée avec l'appui de la Chambre de commerce et de l'UICF. Suivons l'inauguration de ces structures avec Wenyam Achille Kabori. Le tribunal de commerce de Bobo-Dioulasso ouvre ses portes. Une réponse à l'amélioration du climat des affaires et un moyen de modernisation de la gestion du contentieux commercial qui a coûté la somme de 240 millions de francs CFA. Chargé de juger les conflits qui naissent entre commerçants ou entre commerçants et particuliers, les usagers de cette juridiction ont compris son utilité. Ça va être chargé pour nous parce que déjà, c'est que zone de justice entre eux là-bas qui ne s'entendent pas. Donc, eux qui venaient transer, ça transait ici. Les prérogatives de ces tribunaux de commerce étaient jusque-là exercées par les tribunaux de grande instance, là où ces tribunaux existent. Et il était donc tout à fait normal qu'avec la loi qui a créé de façon spécifique ces tribunaux-là, qu'on sorte ces compétences-là, des compétences jusque-là exercées par les tribunaux de grande instance, pour en faire des tribunaux pleins et qui donc sont là pour régler les conflits entre les commerçants. Cette structure qui serait adaptée aux nouveaux défis de la vie économique se présente comme un pas décisif vers la sécurisation des investissements au pays des hommes intègres. C'est à travers la jurisprudence de ces juridictions qu'il va se dégager une confiance au niveau des investisseurs. Cette cérémonie d'inauguration marque le démarrage officiel des activités des deux tribunaux de commerce de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, en attendant d'en construire dans les autres villes du Burkina, abritant des tribunaux de grande instance. Le Burkina Faso qui mène la guerre contre la corruption tambour battant et cela sous l'œil vigilant des experts des Nations Unies se donne une pause pour une auto-évaluation. Un premier diagnostic en entendant l'avis de ses pairs, c'est à Kombisiri qu'a lieu cette rencontre d'autocritique. Éléonore Yerbanga.
Après le choix et la formation des experts et des points focaux, l'autorité supérieure de l'État entame la deuxième étape de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. À Kombisri, experts et points focaux ont fait l'auto-évaluation du Burkina Faso sur la lutte contre la corruption. Il s'est agi en effet de répondre à un certain nombre de questions sur la ratification de la Convention par le Burkina Faso et les mesures prises pour son application. Il y a un logiciel qui s'appelle Omnibus. Alors, il s'agit donc de dérouler l'Omnibus et de répondre à toutes les questions qui y sont posées et qui font l'état de tout ce que l'État a fait en matière de mesures législatives, mesures politiques et autres pour mettre en œuvre cette convention-là. Et lorsque vous avez répondu, oui, par exemple, nous avons pris des mesures législatives, il faut donner les références. Lorsque vous avez donné les références, on vous dit, est-ce que vous avez déjà eu à appliquer cet article-là? Alors, il faut donner des cas et vous devez aussi donner des statistiques. Des statistiques qui ont beaucoup manqué aux experts, entraînant du même coup une prise de conscience de son importance. Le problème des statistiques, souvent les structures n'en voient pas tellement l'importance. C'est lorsque on est dans le besoin, on en a besoin, qu'on se rend compte qu'il manque des statistiques. Alors, nous, à notre niveau, nous avons pris des dispositions pour pouvoir mettre l'accent sur la disponibilité des statistiques, sensibiliser les différents acteurs à l'importance des statistiques. L'auto-évaluation du Burkina Faso, une fois validée, sera remise au secrétariat de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et aux pays chargés d'évaluer le Burkina Faso, à savoir le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Au département de la communication, l'on envisage une nouvelle dynamique de collaboration avec la presse privée. Le ton a été donné hier à travers une rencontre entre le chef du département et les promoteurs et patrons de presse privée. Des échanges nourris qui ont permis de jouer carte sur table autour des priorités et des attentes de part et d'autre pour 2013. Il faut jouer collectif pour une réelle promotion du secteur. Nyarki Teda a suivi la rencontre pour nous. Le ministère de la Communication veut imprimer une nouvelle marque de collaboration entre le département et la presse privée. C'est tout l'enjeu de cette rencontre qui réunit autour d'une même table le chef du département et les promoteurs ainsi que les patrons de la presse privée. Conscient du rôle du secteur privé pour l'ancrage de la démocratie au Burkina, le département en charge de la communication veut savoir les préoccupations réelles de celle-ci afin de les intégrer dans les actions quotidiennes du ministère. Le ministère de la Communication voudrait faire de cette rencontre de concertation avec les responsables des organes de presse privée que vous êtes un moment d'échange privilégié pour mieux cerner les attentes et envisager les réponses pertinentes à apporter au niveau du gouvernement. En somme, il s'agit surtout de connaître vos priorités pour 2013 en vue d'une réelle promotion du secteur. Le décor ainsi planté, les patrons de la presse privée exposent leurs problèmes. La subvention jugée faible, le coût élevé des charges fiscales et de l'énergie, le problème d'imprimante, le manque de formation continue, le statut juridictionnel, la convention collective non encore mise en œuvre sont les préoccupations soulevées par la presse privée. La presse privée qui demande également une relecture du code de la publicité. Il y a des aspects qui relèvent directement du département de la communication, mais il y a d'autres aspects qui relèvent d'autres départements tels que l'économie et les finances, l'énergie et autres. Il est question pour nous de ramasser cet ensemble de préoccupations, d'essayer de les travailler, de les insérer dans l'action gouvernementale. En attendant, deux grands défis attendent le ministère de la Communication. L'organisation des prochains Galéens, dont l'atelier d'évaluation des parcours est prévu le vendredi 15 février 2013, et celle des prochaines IACO, les universités africaines de la communication, dont le terrain a été déjà balisé du 27 au 29 décembre dernier. C'était à Bobo-Dioulasso.
Le monde de la littérature devra désormais compter avec lui. Yacouba Traoré, journaliste et ancien directeur général de la RTB, vient de publier son œuvre intitulée Gassé Gallo, un livre qui retrace un pan de l'histoire de Burkina et qui n'est pas moins un prétexte pour l'enseignement journalistique. Après 28 ans de métier, c'est sa contribution, la contribution de l'auteur donc au rayonnement de la profession, et c'est au journaliste de la télévision que Yacouba Traoré a dédié cet ouvrage que je vous invite à découvrir avec Boukari Ouedraogo. Après 28 ans de métier, Yacouba Traoré vient de rejoindre le cercle prestigieux des journalistes et écrivains du Burkina Faso. Gassé Gallo, c'est le titre de son ouvrage de 218 pages. Une œuvre pour la postérité car en plus de raconter les pans de l'histoire du Burkina, c'est tout un enseignement journalistique qui est dispensé. Gassé Gallo, c'est l'endroit où a éclaté le premier conflit Mali-Burkina. Gassé Gallo, c'est le martyr du sergent-chef Tchilou Koussoubé. Gassé Gallo, c'est la bravoure et la sagesse du général Sangolé, la mise en œuvre qui a mon général de cœur. C'est des prétextes, je raconte des faits, des pans de l'histoire du Burkina, mais c'est des prétextes pour édicter des règles de journalisme de télévision. Un livre souvenir qui se laisse facilement pénétrer tant le style rédactionnel s'inscrit dans une logique intellectuelle qui épargne des gymnastiques philosophiques. Au-delà du travail que nous avons pu faire ensemble sur le terrain, au-delà de ce travail, je pense qu'il me revenait quand même de laisser une œuvre intellectuelle. Voilà, pour la beauté de la profession. Une profession qui n'a plus de face cachée pour Yacouba Traoré, qui a gravi tous les échelons, journaliste, reporter, présentateur, directeur de la télévision nationale du Burkina et directeur général de la radiodiffusion-télévision du Burkina. Et c'est tout naturellement qu'il veuille apporter sa contribution pour la professionnalisation du journalisme. Je l'ai écrit avec l'encre de mon cœur. Je voudrais le dédicacer à tous les agents de la RTB pour leur accompagnement. Gassé Gallo, le tout premier né de Yacouba Traoré, est disponible à la librairie Jeunesse d'Afrique et Diakva Librairie, et reste à espérer que d'autres écrits suivront pour le plus grand bonheur de la profession. Voilà, nous allons à Tenkodogo pour une concertation autour donc du projet de développement de l'enseignement de base phase 4. Il s'agit pour le comité de pilotage du dit projet d'examiner le rapport d'actualité de l'année 2012 et d'adopter le programme d'action de l'année en cours, et cela en prélude au lancement du programme. Symphorien Somda. Le projet de développement de l'enseignement de base dans sa phase 4 vise à améliorer l'accès de la population scolarisable à l'éducation de base, la qualité de l'enseignement et la capacité managériale des structures du ministère. Il bénéficie de l'accompagnement de la Banque islamique de développement BID. Son coût global s'élève à plus de 6 milliards de francs CFA, dont une contribution de l'État burkinabé de 610 millions de francs CFA. Dans le développement des infrastructures, il est question de construire 30 écoles à 3 classes et qui seront entièrement équipées et mis à la disposition donc des 4 provinces. 2 provinces donc du centre-est et 2 provinces de l'est. Et en plus, ce qui est vraiment beaucoup attendu, c'est la réalisation de l'ENEP de Tenkodogo. Alors un projet qui tient à cœur vraiment le ministère, parce que nous savons que la formation des enseignants est un grand défi qui reste à relever. Des innovations sont opérées pour cette phase 4 du projet de développement de l'enseignement de base, notamment la construction d'une ENEP, l'accompagnement général de la communauté éducative, en particulier les AME, Association des mères éducatrices. La coordination du projet dans sa mise en œuvre rencontre des difficultés dans la procédure, mais elle est tout de même assurée quant à son aboutissement. Dans le Tuy, la commune rurale de Paix dispose d'un CG d'enseignement général depuis quelques années. Déjà, grâce aux efforts des ressortissants du village et de partenaires allemands, l'établissement qui compte de nos jours plus de 450 élèves, et c'est avec une certaine fierté que les populations ont assisté à l'inauguration de leur CG. Karim Sissi. Aide d'honneur pour accueillir les hôtes d'un jour, nous sommes à Paix dans la commune rurale de Koumbia. Paix, où la population fête aujourd'hui l'inauguration officielle de son collège d'enseignement général CEG.
Il est le fruit du partenariat entre l'Association pour le développement économique et social de paix au Burkina Faso et l'Association Solidarité Afrique de l'Ouest, une ONG allemande. Le coût de réalisation de cette infrastructure est estimé à 67 millions de francs CFA. Il faut scolariser tous les enfants, sans exception, pour pouvoir former d'autres métiers pour développer le pays. Arriver à faire réaliser un tel joyau pour les populations et pour réduire donc les peines donc des enfants qui sont souvent obligés de parcourir de longues distances pour avoir droit vraiment à l'éducation au niveau du secondaire. Je pense que c'est un motif vraiment de satisfaction mais aussi de joie. Ouvert en 2008 avec 76 élèves, le CEG de paix compte aujourd'hui 456 élèves répartis dans 7 classes. La première promotion a obtenu un taux de succès de 70% au BEPC session 2012. Pour le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, ce genre d'établissement de proximité contribue à accroître le taux de réussite scolaire. L'œuvre qui se fait, c'est rendre l'éducation de proximité. Donc ça a toujours été un challenge pour le gouvernement. Il faut dire que le chef de l'État, donc dans son programme, fait en tout cas de la valorisation du capital humain un credo. Et le capital humain ne peut pas se valoriser sans passer par ces infrastructures qui sont des bases effectivement d'un relan, en tout cas au niveau d'une bonne éducation. L'occasion faisant le larron, les responsables du CG de paix ont saisi cette opportunité pour soumettre quelques doléances aux autorités présentes. Séance tenante, le ministre Moussa Ouattara a promis 35 tables bancs au CG de paix. Et les scolaires que l'on veut acteurs de la lutte contre le VIH-Sida étaient au cœur de la célébration des journées santé et Sida. La conférence organisée à leur intention à l'occasion a abordé la question des grossesses précoces et le VIH en milieu scolaire. Puis s'en est suivi un cross populaire. L'ambition des organisateurs a mené les jeunes à adopter des comportements plus responsables. Kadi Ouattara, Tanga Kafando. C'est par cette conférence que le ministère de la Santé a débuté sa campagne de sensibilisation sur les grossesses précoces et le VIH en milieu scolaire et académique. Une conférence qui a mobilisé élèves, étudiants, enseignants et travailleurs de la santé dans la salle du Sénasa où le conférencier, Dr Jean-Baptiste Kiwalo, a insisté sur les dispositions à prendre pour éviter les risques de grossesse précoce, des IST et du sida dans les établissements scolaires et académiques. Il a également insisté sur la responsabilité des parents et des éducateurs dans la lutte. L'autre activité de la campagne, un cross populaire. Nous resterons conscients et responsables. La lutte contre les grossesses précoces, les IST, le VIH et le sida sera à partir de ce jour notre combat quotidien. Et nous ferons tout pour rester séronégatifs. Quand on regarde cette jeunesse, leur engagement montre la pérennité de l'action que nous menons. Cette campagne de sensibilisation est à sa 5e année consécutive et pour cette édition, un numéro vert, le 80 00 11 36, a été donné pour plus de renseignements sur le thème. Et à Ouagadougou, les acteurs de la santé prennent connaissance du plan de riposte 2013 à la méningite adopté par le gouvernement burkinabé. Le Faso n'est pas épargné par cette épidémie qui fait des victimes chaque année et bien préparé, l'on peut mieux gérer ces épidémies. Nathalie Kaori. En cette période de forte poussière, le risque de survenue d'une épidémie de méningite plane sur le Burkina Faso. Le pays est situé dans la zone appelée ceinture méningitique et les acteurs de gestion des épidémies se préparent à toute éventualité. On n'a pas d'éléments ou des indices qui disent que le Burkina Faso est menacé par une épidémie de méningite, mais il ne faut pas attendre que nous soyons dans cette situation avant de nous réunir pour parler donc, de comment on gère une crise. Donc c'est vraiment une réunion pour informer, une réunion pour alerter, une réunion pour prévenir, une réunion pour s'organiser au cas où ça arrive. La réaction face à une épidémie de méningite nécessite un travail des personnels de santé, mais aussi une forte implication de tout le corps social. C'est ainsi que les gouverneurs de région ont été invités à cette rencontre préparatoire. Il faudrait que ce soit eux qui puissent coordonner les activités en cas de présence d'une épidémie. Et je crois que le décret qui a institué les comités de gestion donc,
des épidémies les placent au niveau régional comme les présidents de comité et c'est pour cela qu'ils doivent être à l'avant de toute organisation. Le plan de riposte à une éventuelle épidémie de méningite adopté en Conseil des ministres en décembre dernier sera expliqué aux participants afin qu'ils jouent mieux leur partition en cas d'épidémie. En attendant, les spécialistes de la santé recommandent à la population l'adoption de quelques mesures pour réduire les risques de contracter la maladie. Il faut entre autres se protéger contre la poussière, utiliser le beurre de karité pour humidifier les muqueuses nasales et soigner précocement toute maladie liée aux voies respiratoires et à la gorge. Le PAFASP intervient dans le Kénédougou et dans le Houé. Sa stratégie sur le terrain est basée sur l'approche des différentes filières concernées par son intervention. Une mission conjointe gouvernement burkinabé et Banque mondiale a effectué une visite de terrain pour un constat des réalisations. Moumouni Barou. Le programme d'appui aux filières agro-silvopastorales, PAFASP, est mis en œuvre depuis 2007 par le gouvernement du Burkina avec le soutien de la Banque mondiale. À cet effet, environ 44 milliards de francs CFA ont été injectés dans plusieurs domaines, entre autres la filière mangue et la filière oignon, afin de rendre plus compétitifs les filières ciblées sur les marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux. En mission, le chef du projet PAFASP à la Banque mondiale est allé s'entretenir avec les producteurs, transformateurs et commerçants de mangue et oignons en vue de mesurer l'impact du projet sur ces différents maillons. Nous accueillons cette visite avec beaucoup de plaisir parce que le PAFASP est un partenaire très important pour Dafani. Et grâce à cette coopération avec le PAFASP que Dafani a pu construire une mûrisserie et aussi acquérir des équipements de lavage de la mangue. Alors ces équipements, de prime abord, on peut penser que sont profitables uniquement à Dafani, mais en réalité, elle va aussi profiter aux producteurs de mangue, parce que grâce à ces équipements, nous pourrons acheter davantage de mangue auprès des producteurs, ce qui leur fera davantage de revenus. Honnêtement dit, vraiment au nom des collègues producteurs, nous sommes très contents ce matin de recevoir l'équipe de la Banque mondiale et du PAFASP qui sont venus nous rendre visite. Ça nous encourage vraiment à continuer nos activités de production et aussi à collaborer avec les unités de séchage. Je pense que c'est à saluer. C'est une bonne visite et je pense qu'ils ont injecté de l'argent. C'est normal qu'ils viennent voir qu'est-ce que l'argent a servi. Le projet nous a permis de réaliser des aires de mûrissement. Et ces aires de mûrissement, c'était pour répondre à des problèmes que nous avons, ce qu'on avait habituellement, qui étaient donc les taux de perte au niveau de la matière première. Et ça nous a permis de réduire les taux de perte de 40 à 30% pour revenir autour de 10%, donc une réduction de 10%. Après avoir reconnu l'effort du PAFASP, certains promoteurs ont évoqué quelques difficultés. Difficultés qui, selon eux, pourraient être résolues une fois de plus par l'appui du projet. Je vous invite à présent à faire un tour à Kupela pour découvrir et apprécier les potentialités en matière de produits forestiers non ligneux dans cette partie de Burkina. Tout ce dont la région du centre-est regorge dans le domaine y est exposé depuis hier. La foire organisée par l'Agence de promotion des produits forestiers non ligneux de la région et soutenue par la FAO et le Grand-Duché de Luxembourg est à sa 2e édition, moment de partage et opportunité d'affaires. Jacques Lamissa Tarpaga. Au Burkina Faso, ce sont 376 espèces végétales qui sont utilisées dans l'alimentation, la cosmétique et la phytothérapie des Burkinabés. À cette 2e édition des journées promotionnelles des produits forestiers non ligneux de la région du centre-est à Kupela, c'est le savoir-faire et les potentialités de la région qui sont exposées. Ces journées sont organisées grâce à l'appui financier de la FAO et du Grand-Duché de Luxembourg. Et il faut se dire qu'au plan socio-économique, les produits forestiers non ligneux interviennent dans l'alimentation et la nutrition de 43% des ménages et améliorent la santé des populations à 75 à 90% et offrent des revenus et de l'emploi à 23% des ménages ruraux. Ces journées sont marquées par la présentation des produits, des concours, des dégustations et des rencontres professionnelles. Cette activité présente des intérêts certains dans la mesure où elle permet de mieux connaître les
produits forestiers non ligneux permet même de les vulgariser. Et vous avez dû constater la présence massive des populations à la dite cérémonie, ce qui témoigne de leur intérêt. Selon une étude de la FAO, les produits forestiers non ligneux génèrent environ 20 milliards de francs CFA par an. Ici à Kupela, les populations du Kouritenga, du Boulgou et du Koulpelgo sont appelées à visiter les stands des 20 associations venues montrer leurs trouvailles. Le nouveau maire de la commune rurale de Komsilga a été officiellement installé dans ses fonctions le 31 janvier dernier pour un second mandat. Julien Nonguerma place cette nouvelle mandature sous le signe de la consolidation des acquis. La cérémonie d'installation avec Moumouni Soubega. Julien Nonguerma installé dans ses fonctions de maire de la commune rurale de Komsilga pour la deuxième fois. L'homme a été réélu à la faveur des élections municipales et législatives couplées du 2 décembre. Et ce mandat, il le place sous le signe de la continuité. Nous devons placer le mandat sous la continuité et consolider les acquis déjà réalisés de 2006 à 2012. Vous savez que nous venons d'entamer un nouveau mandat. Il faut travailler pour pouvoir servir les populations de la commune. À l'installation, la direction provinciale de campagne du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a salué les acquis engrangés pendant ces 5 dernières années dans cette commune. En 6 ans, ils ont pratiquement fait ce qu'aucune commune n'a pu réaliser. Donc des infrastructures, notamment au niveau routier, au niveau même, je dirais, de l'habitat, au niveau des locaux pour abriter justement certains sièges ou certaines administrations. Et je pense que tout cela mérite qu'on les félicite. C'est aujourd'hui la manifestation de ce que nous appelons aujourd'hui le symbole d'une commune rurale qui se porte très bien, où il y a la cohésion et où les populations ont le soutien de tous les élus. Et nous avons vu que pendant les 6 années passées, ils ont très bien travaillé. Située à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou, Komsilga est une commune rurale de la province d'Ika-Diogo. Et l'ambition du maire, c'est de développer cette commune à travers la réalisation des infrastructures socio-économiques de base. Bientôt 1 an que le Gandaogo national a tiré sa révérence et les acteurs du monde culturel se sont mobilisés pour la réalisation d'un album collector de l'artiste musicien. Ce sont 30 des meilleurs titres de Georges Ouedraogo donc réunis dans cet album. L'œuvre a été présentée au public en présence de Yacouba Gourou. 2 février 2012, 2 février 2013. Voilà déjà une année que Georges Ouedraogo, encore appelé le Gandaogo national, quittait ce monde après 44 ans de vie musicale bien remplie. Au titre des activités commémoratives de ce premier anniversaire du décès de l'artiste, figure la dédicace d'un collector Best of the Best de ce baobab de la musique burkinabé. C'est un ensemble de DCD contenant 30 meilleures chansons audio de l'artiste, choisies par les acteurs culturels et quelques journalistes. Mounafika, Kato Kato, Rosalie et bien d'autres titres ont été retenus dans ce collector. Des titres avec lesquels Georges Ouedraogo, Koundé d'or de l'année 2003, a bâti sa renommée au Burkina Faso et au-delà de nos frontières. Lorsque nous avons organisé ces 40 ans de musique en 2008, nous avions voulu éditer un collector de ces 40 meilleures chansons. Malheureusement, nous n'avions pas pu avoir les moyens nécessaires. Il était donc tout à fait normal qu'en ayant conçu un programme d'activités culturelles et surtout médiatiques pour lui rendre un hommage. Cela également va permettre à la jeune génération de pouvoir mieux apprécier ce testament musical. Réalisé avec l'apport de Seydoni Productions, le collector est désormais disponible pour les fans de l'artiste.
Après la dédicace de cet album tant salué du côté du département en charge de la culture, un concert des artistes burkinabés se tiendra à Gogo dans la commune rurale de Komsilga le 3 février prochain pour rendre un vibrant hommage à Georges Ouedraogo, le Gandaogo national. Actualité africaine en bref pour terminer, nous irons au Mali, au Libéria et au Maroc. Au Maroc, les familles des victimes lors du démantèlement d'un camp sahraoui réclament justice. Au Libéria, David Cameron assiste à une rencontre sur la pauvreté. Mais nous allons d'abord au Mali où Amnesty International dénonce des exactions sommaires, des exécutions sommaires dans les villes libérées. Au Mali, Amnesty International dénonce des exécutions sommaires de civils commises par l'armée malienne dans le nord. L'organisation de défense des droits de l'homme, qui se base sur des témoignages, met en cause aussi l'armée française concernant un raid aérien. À Konna, il y a au moins 5 civils qui ont été tués lors d'un bombardement. Et dans le périmètre de ce bombardement, il n'y avait pas de groupe islamiste armé. L'état-major français dément toute implication dans cette attaque en affirmant que les avions français n'étaient pas intervenus ce jour-là dans cette zone. Amnesty réclame une enquête pour voir s'il y a eu ou non violation du droit international. David Cameron est à Monrovia pour une réunion de l'ONU sur la pauvreté. Le Premier ministre britannique a fait le point avec la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, sur le programme mis en place il y a 3 ans. Des progrès dans le domaine de la santé, mais le Libéria est encore loin du compte sur la question de la scolarité pour tous dans le primaire, l'un des objectifs fixés par les Nations Unies. Au Maroc, manifestation devant le tribunal militaire de Rabat. 24 Sahraouis sont poursuivis pour l'assassinat de membres de forces de l'ordre. 11 gendarmes tués en 2010 lors du démantèlement d'un camp contestataire au Sahara occidental. Les familles des victimes réclament justice. La défense dénonce un procès politique. Cette affaire met en avant la question très sensible du Sahara occidental, région contrôlée par le Maroc, mais revendiquée par les indépendantistes. Et puis un mot de sport avant de vous dire au revoir. La CAN 2013, le premier pays à se qualifier pour les demi-finales. Donc, c'est le Ghana. Les Black Stars ont difficilement battu les Requins Bleus du Cap-Vert, 2-0. Résumé d'une rencontre demeurée indécise jusque dans la dernière minute au Nelson Mandela Bay de Port Elizabeth avec Bangba David Kafando. Les Black Stars du Ghana ont remporté face au Cap-Vert le premier quart de finale de la CAN 2013 cet après-midi au stade Nelson Mandela Bay de Port Elizabeth. Suite à ce duel avec Carlitos, Asamoah Gyan s'écroule et obtient un pénalty généreux. Pénalty transformé par Moubarak Wakaso. Ghana 1, Cap-Vert 0. Sur ce corner, le Cap-Vert joue son va-tout, mais Wakaso profite de la montée du gardien Vozina pour partir seul en contre et s'offrir son doublé de la rencontre. Ghana 2, Cap-Vert 0. Son peut-être pour le 2-0. Voilà 2-0. La messe est dite. Pour la 4e fois d'affilée, le Ghana est en demi-finale de la CAN. Les Black Stars joueront les demi-finales le mercredi 6 février à Nelspruit contre le vainqueur du match entre les étalons du Burkina Faso et les éperviers du Togo. Pour cette équipe capverdienne, ce n'est pas encore fini. Et le Mali qui a également arraché son ticket pour ces demi-finales. Le Mali a battu le pays organisateur à l'issue de la séance de tir au but. Les Aigles du Mali l'ont arraché 3 tirs contre un seul du côté de Bafana. Voici donc pour vous le résultat de ce match plein de suspense avec Modeste Ouedraogo. Des centres et puis de le rater, c'est vraiment dommage. On repart rapidement. Côté de l'Afrique du Sud, c'est à nouveau une occasion, ça peut être le premier but et Ranti qui marque le premier but face au Mali, 1-0 pour l'Afrique du Sud sur cette contre-attaque rapide. C'est sorti
ça a permis en tout cas à Ranti, lui, de venir clore cette superbe attaque. C'est bien joué parce qu'il y a la frappe au départ qui est complètement manquée. Mais la chance qu'ils ont, c'est que ce ballon, ce centre manqué, cette frappe manquée, on va le voir, va atterrir tout simplement dans les pieds de Ranti qui n'en demande pas. Très très présent, je dirais aussi par exemple Modibo Maïga. Il faut que les jeunes, là, Maman Traoré, Oussama Sarr, voilà. Attention le but. Et le but de Seydou Keita à la 58e minute. Et un peu à la surprise générale, le public s'est tué totalement. Et déçu surtout le public. Car ils savent que le plus dur est fait pratiquement pour le Mali avec ce retour. Un but partout. Au moment où... Et c'est dedans. Oui. Facile de bouger comme ça et puis d'un moment on n'arrive plus à plonger. Bien quitté. Et elle est dehors. C'est raté. Et c'est qualification pour le Mali. Et oui, tout le monde un peu incrédule. Mais c'est ce qui s'est produit. 3 pénaltys à 1. Le Mali se qualifie pour la demi-finale après cette séance de tir au but. Et après 100... Voilà, et les rendez-vous pour demain, 15h, Côte d'Ivoire, Nigeria, 18h30, Burkina Faso, Togo, le rendez-vous à ne pas manquer. C'est tout donc pour cette édition de l'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon week-end à tous et à toutes sur la télévision de Burkina. À demain.